Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, on reçoit un plateau pour parler sport et handisport. D'abord, bonsoir à la dame qui est sur ce plateau, Rachel. J'adore ce nom-là parce qu'il faut vraiment le prononcer. Alors, Bujadinovic. C'est ça. Rachel, alors vous êtes en équipe de France. Oui, en de boccia. boccia. C'est ça. Alors, on va vous expliquer vraiment après c'est quoi le boccia. Alors, celui qui est à l'initiative de ce plateau, c'est Joël Amano. Bonsoir. Celui qui est également dans l'équipe de France, c'est José Terezo, mais c'est basketball en fauteuil roulant. GT. Et le président qui accompagne, qui est à Saint-Paul et qui s'occupe du boccia, c'est Noël Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va juste poser la question, c'est quoi le boccia? Juste pour voir si vous pouvez le définir. Alors la boccia, en fait, on apparente ça souvent de la pétanque. En fait, c'est un jeu de précision et de stratégie, en fait. Donc on peut appeler ça aussi de la pétanque comme aux échecs. D'accord. Alors je vais demander à la technique si elle peut nous envoyer la vidéo boccia, voir un petit peu, et voir aussi, d'ailleurs Rachel, voilà la vidéo qui arrive. On va pouvoir commenter en même temps les images. Alors là, on se souvient où c'est? Là, c'est à Poznań, en Pologne. Ouais. Donc c'était le mois dernier, en fait. Mois dernier, d'accord. Et la personne qu'on voit sur les images, c'est moi-même. Voilà. D'accord. Alors, comment ça s'est passé en Pologne pour cette... Très bien. Bon, j'ai pas ramené de mes... Alors, on vous voit encore sur les images. On va juste commenter les images. Après, on va y revenir. Donc, voilà le jeu. C'est comme dit Noël Thomas, ça ressemble un peu à la pétanque, ne serait-ce que dans le geste. Dans le principe, oui. Ouais, on voit un peu mieux l'ensemble, voilà. La personne qui joue, et on voit au moment où on compte les points. Les points, voilà. La balle blanche, c'est le cochonnet. En fait, en boccia, on dit le jack. Au centre, il y a Aurélie Aubert, donc, qui est championne paralympique là, depuis hier. Ouais. Alors, ça c'est donc à La Réunion, je pense que c'est à La Réunion. C'est à La Réunion. C'est les entraînements qui se passent à La Réunion. Là, il y a Cécile. À quoi sert cette hampe qui permet à la balle de glisser? Alors, la boccia, en fait, c'est un sport pour grands handicapés. C'est le seul sport pour grands handicapés aux Jeux paralympiques. Et donc, ceux qui ont une rampe, en fait, c'est parce qu'ils n'ont aucune motricité des bras. En fait, ils ne peuvent pas lancer les balles. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc ils utilisent un accessoire, donc qui est une rampe, et ils ont l'aide d'un assistant. Donc, ils placent la balle en fonction de ce que le joueur demande. L'assistant n'a pas le droit de parler au joueur et n'a pas le droit de regarder le jeu pendant la partie jusqu'à la fin de la manche. Rachel, vous étiez je dirais Rachel, hein, vous m'excusez si je prononce votre nom souvent sur ce plateau, je vais dire Rachel. Là, comment ça s'est passé en Pologne? Et c'était une équipe de France, des championnats d'Europe ou championnat du monde? Non, c'est une équipe de France. En fait, c'était la saison de boccia internationale. Il y a des challengers internationaux et des coupes du monde aussi. Donc, en fait, là, c'est un challenger. Donc, c'est le niveau en dessous. Il y avait des joueurs de Mongolie. Voilà. Donc, il y a vraiment des joueurs qui viennent du monde entier. D'accord. Comment ça s'est passé? Très bien. Et là, on a eu les photos que vous avez vues, c'était en binôme. Et j'ai joué avec Dorian. Et on a fait vraiment du beau jeu, du haut niveau. Et même l'arbitre, l'entraîneur des Anglais ont dit qu'on avait fait énormément de progrès. Et on était assez proches. C'était 3-4. Et c'était vraiment super. La question que je vous pose à vous deux, parce que ça va vous intéresser. Il y a sur les photos la concentration de la personne qui va lancer la balle. Elle est importante, elle est forte. Et en fait, ça c'est aussi, parce que j'ai aussi un temps de préparation mentale, une fois tous les 15 jours. Et après, j'ai au moins 4 semaines, j'ai fait de l'entraînement 4 fois par semaine. Le club de Saint-Paul, vous êtes président de cette section handisport, oui. Handisport, donc boccia. Quel est un petit peu le rythme d'entraînement? Alors pour Rachel, c'est un rythme assez soutenu, c'est 9 heures d'entraînement par semaine. Oui. On a juste un petit problème, c'est pendant les vacances scolaires, on n'a pas accès au gymnase, donc on perd 6 heures d'entraînement par semaine.
c'est-à-dire on perd les 2 tiers. Après, on a plutôt une section loisirs en fait, qui, alors c'est une fois par semaine, le mercredi, le matin, l'après-midi. Et là, on est en train de mettre en place un groupe des personnes qui veulent aller faire des compétitions nationales sans faire les championnats de France. Donc, on rajoute 2 heures par semaine le mardi. Voilà. Donc, et le club a déjà eu entre 2011 et 2017. Donc, on a eu 5 titres de champion de France avec des joueurs différents et une internationale. D'accord. On va faire un petit peu la parenthèse sur le boccia, on va parler un peu basketball en fauteuil. José Terezo, là, quand vous étiez en équipe de France, c'était la même pression, la même préparation mentale? Bon, après, c'est vrai, je connais peu la boccia, depuis peu. Mais le basket, oui, c'est un sport déjà très physique, très physique, impressionnant même, il y a des fois, avec les engagements qu'il y a. Et ça demande pareil, comme tout le sport de haut niveau, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'assiduité. Quand on fait du basket en fauteuil, j'allais dire, il y a tout ce plaisir de la pratique du sport. Pareil, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. On doit se préparer comme les valides. Si ce n'est encore même mieux. Mais non, il n'y a pas de... Après, c'est le sport de haut niveau, il faut s'entraîner, toujours se remettre en question, pas rester sur son acquis surtout, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau. Il faut toujours se remettre en question. Comme moi, j'ai eu la chance de participer à 3 Jeux paralympiques. En Espagne, à Barcelone, aux États-Unis, à Atlanta, et, comment dire, Athènes et à Sydney. Sydney, c'était en 2000 2004. 2004 Athènes 2000. 2004. Athènes 2004. Donc 2004, 2008 et 2012 alors. En fait, je me suis détrompé. J'ai fait Atlanta. Atlanta, c'est en 96. Sydney 2000. et Athènes. Je me suis trompé à niveau Barcelone. D'accord. Là, ça demande quand même beaucoup de travail. J'ai eu à accompagner une équipe en fauteuil dans l'e-sport. Je les ai vus jouer au niveau national. Je parle bien du niveau national. Déjà là, c'est costaud. Ah oui, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement et puis préparation. On ne peut pas tricher. De toute façon, il n'y a pas de triche. C'est l'entraînement, et puis avec les stages de préparation, avec les compétitions, tout ça. Alors la question, c'est pour vous trois. Après, je me tournerai vers Joël Amano. Cet engagement, que ce soit au niveau de l'encadrement, que ce soit au niveau des pratiquants, ça, c'est très exigeant. Et c'est pas facile à mettre en place. Disons que je dirais que c'est un projet commun en fait. Rachel est venue de Métropole pour s'entraîner chez nous il y a 3 ans maintenant. Donc elle avait un projet. Le projet c'était de faire les Jeux paralympiques. Donc ça n'a pas pu se faire pour les Jeux de 2024 parce que là il n'y avait pas d'équipe dans sa catégorie qui était déjà constituée. Donc c'était pas forcément judicieux d'engager des joueurs inexpérimentés. Après je veux dire le projet me plaît. Voilà, maintenant on travaille pour les Jeux paralympiques une sélection pour les Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. D'accord. Là, à ce niveau-là, Joël Amano, il y a j'allais dire, tout un contexte qui est là, mais encore une fois, on ne voit pas le sport, on ne voit pas les handisportifs, on ne voit pas le handisport. Comment faire pour que le public s'intéresse plus, qu'on les voit beaucoup plus, parce qu'ils font beaucoup, ils donnent beaucoup plus que d'autres sportifs. Et ça, c'est quelque chose, là, quelque part, il y a une forme d'injustice. On le voit avec les Jeux paralympiques actuellement, donc la médiatisation des pratiques sportives dans le cadre du handisport, ça aide à se dire, c'est de la performance également. C'est-à-dire, la boccia par exemple, ça n'existe pas c'est spécifique handisport, et donc il y a cette notion de performance. Et ça nous renvoie au fait que le handicap, une personne ne se résume pas à son handicap. Le handicap, c'est une partie de la vie de cette personne qui a des répercussions dans d'autres parties de sa vie, mais elle peut être en situation de handicap physique et très performante dans certains domaines sportifs ou autres de la vie, dans la vie professionnelle,
dans la culture, dans les loisirs, dans les relations aux autres. Et donc l'idée c'est quoi? C'est vraiment de promouvoir en fait la participation de tous au sein des mêmes des activités partagées, avec quand il y a besoin effectivement des adaptations spécifiques. Et justement la loi 2005, la loi handicap 2005 vient préciser ça. Participation sociale et citoyenneté. Alors, on va juste rappeler que cette loi voulue par le président à l'époque en exercice, c'était Jacques Chirac, voulait vraiment donner toutes les chances, entre guillemets, à ce que la pratique, à ce que la personne porteuse de handicap puisse s'intégrer vraiment dans la société. Et qu'on le veuille ou pas, ça met toujours autant de temps à se mettre en place. Je travaille sur cet élément depuis des années et je me rends compte à quel point c'est difficile que pour les personnes porteuses de handicap, pour se déplacer, avoir des véhicules adaptés à leur handicap, avoir, comme monsieur a dit tout à l'heure, avoir accès aux installations sportives. Ce n'est pas évident. C'est le cheminement aussi. Voilà. Et s'il n'y a pas une personne qui est vraiment là-dedans, ben, ces personnes porteuses de handicap se retrouvent souvent seules et devant des portes qui sont bien fermées. Il y a vraiment la question d'un projet partagé. On parlait tout à l'heure de projet partagé. Tout le monde a son rôle pour justement promouvoir cette participation de tous, les personnes concernées elles-mêmes, oui, pour faire valoir leurs droits, tout simplement, de citoyens, mais également les décideurs politiques, les familles, les acteurs associatifs. Et c'est du lien à mettre en place pour que tout le monde se sente concerné et intervienne ensemble pour justement permettre d'avancer petit à petit. Il y a des progrès qui se mettent en place, ça fait du temps. Les représentations sont encore lourdes, en France notamment. Ouais. Quels sont les obstacles que vous avez encore à passer pour avoir, je dirais presque, avoir une vie à la rigueur qui serait plus simple? Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est vrai, même s'il y a eu du mieux, oui, c'est d'une manière générale, il y a eu du mieux, tout à fait, mais il y en a encore beaucoup de travail. Ouais. Pas plus tard que hier, à Saint-Pierre, j'étais dans un magasin. J'étais à un magasin, sans citer le nom. Eh ben, il y a une plan incliné jusqu'à rentrer dans le magasin. Et après, il y a ça de marche, quoi. Et malheureusement, c'est un frein. Tout à fait. Il y a une accessibilité du bout. Au moment de rentrer dans le magasin, il y a une marge. Je me suis permis de faire la réflexion aux personnes qui travaillaient dans le magasin. J'ai dit, c'est tellement pas votre faute, mais faites passer l'information aux gens supérieurs pour les faire comprendre que c'est pas normal. Quand on est en 2004, on a encore des magasins et avec une marge comme ça, on peut pas accéder à un fauteuil, quoi. Oui, parce que ne serait-ce qu'il y a une chose. Ça, c'est un jour, c'est une personne ayant une déficience visuelle qui m'a dit: vous voulez nous aider? Ne vous garez pas sur le trottoir. Juste ça. Et je suis resté là en me disant, mais c'est vrai, c'est tellement simple. Lui, il passe avec sa canne. Si la voiture est sur le trottoir, on lui ferme la route. Bien sûr. Mais quand on regarde comment les gens se garent sur les trottoirs, se garent n'importe où, et se garent également sur des places réservées aux personnes porteuses de handicap, on voit qu'il y a encore beaucoup de... Et je dirais aussi le coût, le coût financement, qui est très cher. Par exemple, pour un fauteuil électrique ou un fauteuil manuel de sport, c'est très cher. Et on bataille pour se faire rembourser, même pour le matériel sportif, pour la boccia, c'est horriblement cher. Et ça, il faudrait faire... ce serait bien de faire que ça aille mieux. Voilà. Et comme je l'ai dit lors de la dernière émission, c'est faire en sorte qu'on vous voit le plus régulièrement possible. Et comme je l'avais dit la dernière fois, le plateau est ouvert. Si jamais vous voulez venir pour dire quelque chose, je vous accueillerai volontiers. Et ma question, parce que José Terezo est une figure connue à La Réunion dans le basket, le sport. Dans le basket en fauteuil, malgré tout, c'est pas évident, ça n'ouvre pas les portes, ça ne facilite pas toujours la démarche. Non, et puis je m'aperçois aussi que lorsqu'on est dans le
sélectionné en équipe de France, on parle plus ou moins de soi. Mais je m'aperçois depuis que j'ai arrêté Athènes. On oublie. Les gens complètement, oublient. complètement. Exactement. Et je trouve ça le côté dommage. Mais c'est quand on est dedans, oui, Mais est-ce qu'aujourd'hui, José Terezo veut apporter un savoir-faire comme pour Rachel, vous êtes dans votre activité sportive, est-ce que vous avez envie de vous impliquer pour encadrer ceux qui ont besoin d'être entraînés, d'apprendre? Est-ce que ça vous parle? Ah oui, moi je fais du bénévolat quand il y a des manifestations, j'essaie de donner un coup de main à l'association et ça me plaît et au contraire, comme ça j'explique et je suis avec Noël en tout cas. Non, c'est vrai que il y a de la sensibilisation qui est faite. Après, tout à l'heure vous disiez que vous vous interrogez pourquoi on voit pas plus de handicap. Mais en fait, c'est les médias, tout simplement. Ce sont les médias qui, là, il y a les Paralympiques, ok, c'est en France, très bien. Les Jeux Paralympiques de Tokyo, il y avait beaucoup moins de diffusion. Voilà, je dirais, en fait, et c'est dernièrement Michel Jérémiaz, là, le champion de paratennis, donc disait, mais si les médias sont pas là, on nous voit pas, c'est évident. Oui. Je voulais, justement, ce qu'il disait monsieur, effectivement, là on est dans un système, là, les Jeux Paralympiques. On parle plus ou moins, on met ça en valeur, mais malheureusement, une fois que le Jeux Paralympiques sera terminé, ça va passer dans les oubliettes. Vous pensez qu'il va pas y avoir d'effet après les Jeux Paralympiques? J'espère. Ouais. J'espère pouvoir me tromper. Temps. J'espère pouvoir me tromper. Mais c'est vrai que ça reste quand même minime. Là, on parle, on fait le média, il y a le Jeux Paralympiques, on essaie de mettre ça en valeur, mettre ça en hauteur. Mais c'est comme tout, une fois que ce sera fini, on va passer un petit peu dans les oubliettes. La loi a 20 ans. La loi 2005. La loi 2005 a 20 ans. Ouais. Et on en est encore à mégoter sur l'accessibilité, dans les transports. Je veux dire, les transports, c'est une véritable galère. Noël Thomas, ce qui n'a pas évolué, c'est la mentalité de ceux qui sont dits valides et qui pour eux, cette situation-là ils ne sont pas touchés par cette situation-là. Et souvent, malheureusement, il faut attendre d'abord qu'il y en ait un d'entre eux ou vous ayez un membre de leur famille qui sont concernés pour qu'ils comprennent le problème. Les gens, pour ce que moi j'ai pu vivre depuis des années, parce que j'ai communiqué sur le handisport, surtout, les gens, quand ils ne sont pas concernés, ça ne les... Je suis tout à fait d'accord avec vous à 200%, parce que moi, quand je fais des réflexions aux gens qui se garent sur place handicapés, qui ne sont même pas handicapés, mais malheureusement, tant qu'ils n'ont pas un membre de la famille concerné, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'une place, c'est quand même important pour une personne handicapée, quel que soit le handicap. Quel que soit le handicap. Et je trouve ça vraiment dommage. Allez-y. Oui, je dirais qu'il y a les politiques publiques aussi. La loi impose depuis le premier jour de l'application de la loi, c'est-à-dire le 12 février 2005, l'obligation d'avoir des commissions communales d'accessibilité. Donc, et il n'y en a pas ici. Non, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Et je vais le dire sous le regard de Joël Amano. Je veux dire, si vous n'êtes pas dedans, si vous ne savez pas ce que c'est, comment voulez-vous que des gens qui travaillent dans une collectivité et qui ne savent pas c'est quoi le handicap puissent en parler? Les personnes qui peuvent en parler, c'est vous, parce que vous connaissez l'environnement. Et là-dessus, le créer, je veux dire, est conscient quand même que c'est pas tout le monde qui est au courant, et que même si vous communiquez, tout le monde ne se sent pas concerné. Il y a vraiment urgence, je vais dire, de multiplier les moyens de communication autour de tout ce qui est cette notion de faire ensemble, d'être ensemble, participation de tous. Et justement, là, on est avec la télé de proximité, Télé Créole, justement pour rentrer dans les maisons de certains qui vont allumer leur télé et avoir des informations de ce type-là, être sensibilisé ou s'en rappeler. Des fois, on l'a dans un petit coin de la tête, mais on le pose bien sur le côté. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que ces politiques publiques liées au handicap ne soient pas seulement destinées aux établissements spécialisés, ça, c'est le problème, aux comités spécialisés, aux classes spécialisées à l'école. Il faut
il faut que le milieu ordinaire puisse justement être, se dire la participation, c'est quelque chose d'intrinsèque à notre fonctionnement. Tout le monde a sa place. La personne qui a une déficience intellectuelle, de l'autisme, handicap physique. Et il y a quelque chose qui est malsain dans notre société. Et ça vient de l'Amérique, des États-Unis. Si on ne passe pas à la télé, on n'est personne. Ouais. Et c'est la télé qui doit montrer les individus pour que demain, on les reconnaisse. Je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai. Si vous ne passez pas à la télé, les gens ne vous ont pas vu à la télé, vous n'êtes personne. Je trouve ça triste. Après, on a des acteurs associatifs extraordinaires à La Réunion, notamment dans le champ du handisport, du sport adapté, des associations ici plus ou moins petites ou plus ou moins grandes, qui sont là et qui, avec des personnes engagées et militantes qui ont fait pas mal bouger les choses au niveau, justement, sur l'île de la pratique. Et voilà, c'est ce maillage entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé qui doit gagner en fluidité petit à petit. Et là, chaque personne a son rôle à jouer là-dedans. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plateau vous est ouvert. Donc, quand vous voulez venir, vous frappez à la porte et puis on parlera du handicap et on parlera de son évolution parce que c'est quelque chose qu'on doit... Et c'est là où on a... Et c'est drôle, hein. Revenez 40 ou 50 ans en arrière, on est au même point. Oui, vous pensez qu'on est au même point? Oui. Dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, on est au même point. Non, mais c'est pas faux. Moi, je vois même que par certains côtés, on recule. Hein. Ouais. C'est vrai, quand on supprime les places pour les fauteuils roulants dans les bus publics, dans le transport public, il y a quand même un gros problème chez ces gens-là, quoi. Je veux dire, c'est quand même des élus qui ont décidé ça, qui enlèvent les logos d'accessibilité des bus pour dire que le bus, voilà, ce bus-là n'est pas accessible. Je veux dire, ça s'est passé il y a 2 ans. Et on a beau aller voir les autorités, les préfectures, la DAL, tout ça, tout le monde s'en moque. Oui. Et c'est ça qui... Avant, il y avait avec la presse, on était plus présent. On était on faisait vraiment un travail sur le monde handicapé. Aujourd'hui, on ne montre plus. Non, sauf quand il y a des gros problèmes. Sauf si, oui, le problème où on attend tous les 4 ans les Jeux paralympiques. Tout à fait. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, à vous de voir, à vous de frapper à la porte. À ce moment-là, on en parle. Et je pense que par rapport à José Terezo, je veux dire, par rapport à ce qu'il a apporté au basket fauteuil à La Réunion, il y a un vrai socle. Surtout pour le sport. Et le sport basket en fauteuil, ça a toujours bien marché en handisport. C'est l'équivalent du football dans le mondial, c'est le basket dans le milieu du sport c'est le sport numéro 1. Ouais. Voilà. Mais je voulais mettre un petit accent, pendant que j'ai l'occasion, à se dire aux gens qui en profitent de la carte de GIC pour stationner sur la place handicapée. Oui, il y a ça aussi. Oui. Qui scannent. Aujourd'hui, les gens qui sont à trouver les moyens de scanner la carte de GIC pour mettre sur la voiture pour pouvoir garer sur la personne handicapée. Je trouve ça honteux, quoi. Honteux. Vous voyez qu'à chaque fois, il y aura toujours des choses à dire. En tout cas, on est arrivé, nous, à la fin de notre échange, de ce dialogue. Comme je vous ai dit, on aura l'occasion de se revoir pour aborder d'autres sujets. Merci à Rachel, merci également à Nathalie, merci à José Terezo et merci à Joël Amano pour cet échange. C'est un début, c'est un point de départ. On va voir comment on peut nous aussi, à notre niveau, au niveau de Télécréole, accompagner les personnes porteuses de handicap. Merci à vous, merci à Lalaine, merci à François, je vous dis à bientôt.